Des hommages aux soldats français tués. Après la mort de 13 soldats de la force Barkhane dans la collision de leurs hélicoptères lundi soir dans le nord du Mali, les hommages aux victimes affluent dans les classes politiques. Hommage à suivre dans cette édition. Qui sera le prochain président de la Namibie? Près d'1,5 million des Namibiens sont appelés aux urnes pour départager 11 candidats à la présidentielle et 15 partis en lice pour les législatives. Vous saurez plus dans quelques instants. Recherchée depuis 3 ans, elle est désormais parmi les siens. Nathalie Cantiono revient de loin. Du Burkina, elle s'est retrouvée au Mali alors qu'elle ne jouissait pas de toutes ses facultés mentales. Son histoire à découvrir dans ce journal. Voici les titres de ce 12h50. Bonjour et merci de suivre l'actualité sur LCA. Aux grands combattants, les nations reconnaissantes. 72 heures après la mort des 13 soldats français de la force Barkhane au nord du Mali, les hommages affluent de partout. À l'instar des présidents Emmanuel Macron et Ibrahim Boubacar Keïta, bon nombre des personnalités des classes politiques ont rendu hommage aux militaires tombés en rappelant les raisons profondes de leur présence au Sahel. Benjamin Kwame nous en dit plus. 13 soldats tués dans le télescopage de 2 hélicoptères qui venaient en appui aux commandos français en opération au sol contre les groupes terroristes, c'est l'une des plus grandes pertes que l'armée française subit depuis ces dernières années. Alors que le combat contre les djihadistes avait commencé, le Tigre et le Cougar sont entrés en collision. C'est avec une profonde tristesse et une grande émotion que nous avons appris la mort des 13 militaires qui étaient à leur bord. 13 militaires exceptionnels, 13 héros morts pour la France. Cette perte suscite une vive émotion en France, notamment à Pau, d'où viennent 7 des commandos parachutistes, mais aussi au Sénat, où une minute de silence a été observée en mémoire des soldats morts pour la France. Au sein de la classe politique, la perte des 13 Français relance le débat sur la pertinence de la présence française au Mali. Selon la France insoumise, si au début l'intervention française était accueillie avec enthousiasme au Mali et dans la sous-région, aujourd'hui les opinions semblent remettre en cause l'efficacité des troupes françaises. Pour Édouard Philippe, le déploiement de troupes françaises reste nécessaire. C'est un très long combat dont la dimension militaire n'est pas la seule dimension. Nous le savons parfaitement. Je dirais même que la seule dimension militaire ne permet pas d'obtenir la victoire définitive. Mais elle est indispensable, car sans une présence militaire, sans une capacité à confronter l'ennemi, sans une capacité à déstabiliser ses routes, ses caches d'armes, ses regroupements, nous ne pouvons pas garantir le travail par ailleurs indispensable de stabilisation politique et de développement économique. Dans la sous-région, la perte de ces 13 soldats suscite aussi des réactions. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta salue la mémoire des 13 militaires français. Ibeka indique que ces soldats sont morts non seulement pour la France, mais aussi pour le Mali, pour le Sahel, pour la liberté et pour l'homme. Tout comme le président malien, Rochma Christian Kaboré a aussi présenté ses sincères condoléances aux familles endeuillées et à l'ensemble du peuple français. Il a réaffirmé son soutien. Sécurité dans la sous-région toujours. Il en était question lors de la conférence de presse de l'opposition burkinabé. Le chef de file de l'opposition, le CFOP, s'insurge contre la politique sécuritaire du gouvernement du Burkina Faso. Par ailleurs, l'opposition dément les allégations selon lesquelles le président du Faso refuserait de renouveler les accords de coopération militaire avec la France. C'était hier à Ouagadougou. Alain Koulibaly, Achille Ouedraogo. L'opposition politique déplore la décision du chef d'état-major général des armées de suspendre le traitement des demandes de démission et de disponibilité. Une décision qui révèle, selon eux, des insuffisances dans la gestion du personnel militaire. Ils s'insurgent du même coup
contre l'interdiction faite à l'autorité supérieure du contrôle de l'État de faire l'audit des comptes du ministère de la Défense. Interdiction qui pourrait probablement cacher des malversations. Que l'opposition politique a pris connaissance de la note du CMJA qui suspend l'examen des demandes de démission et de disponibilité au niveau de l'armée. C'est très grave, car cette note révèle que de nombreux membres de nos forces de défense et de sécurité sont en train de quitter les rangs. Il y a donc quelque part un sentiment de découragement face à la manière dont le MPP et ses alliés conduisent la guerre. C'est le lieu pour l'opposition politique de lancer un appel solennel à tous les membres de nos forces de défense et de sécurité pour leur demander de ne pas abandonner le navire dans ces moments difficiles pour la vie de la nation. L'opposition est consciente que nos FDS se battent dans des conditions très difficiles pour assurer notre sécurité à tous. Mais quelle que soit la difficulté de la tâche, il va de l'existence de notre République. L'opposition politique s'insurge contre l'interdiction qui est faite à l'inspecteur général de l'ASE, le docteur Marius Ibriga, de faire l'audit des comptes du ministère de la Défense. Aucune disposition légale ne permet au gouvernement d'opposer le secret défense à l'ASE-LC, dont les membres sont du reste assermentés et soumis au secret professionnel et même au secret d'État. L'opposition politique réitère donc sa demande que les équipes de l'inspecteur général aient accès au dossier du ministère de la Défense. Le gouvernement burkinabé, pour sa part, envisage une approche communicative pour contrer les conflits. Hier, les ministres et les présidents des hautes institutions ont pris part à un séminaire sur la communication en période de conflit. À terme, l'exercice devrait permettre au gouvernement burkinabé d'adopter une meilleure stratégie de communication en période de crise. Le point avec Gildas Da, Bachirou Sawadogo. Dans un contexte sécuritaire difficile marqué par la recrudescence des attaques terroristes, le ministère de la Défense affine une arme particulière, la communication en période de crise. Guerres et conflits de 4e génération, c'est le thème principal abordé par le général égyptien Mohamed Echam, spécialiste et analyste de guerres et conflits. C'est un séminaire gouvernemental, il est intéressant à plusieurs titres. Parce qu'il commence certes par le gouvernement, mais va s'étendre à d'autres pans de la société, c'est-à-dire la société civile, les médias, le Parlement, etc. L'intérêt premier déjà, c'est que nous nous interrogions par rapport à l'adversité à laquelle nous sommes confrontés. L'un des intérêts aussi, c'est que nous comprenions que ce n'est pas qu'une affaire des forces de défense et de sécurité. Étant très souvent sur plusieurs fronts, travaillant parfois dans l'urgence, on n'a pas nécessairement ce temps de pause qui nous permet de mieux structurer les choses. Donc il se peut qu'il y ait des éléments qui nous échappent. Nous sommes des humains comme tout le monde. Et l'essentiel, c'est que nous puissions nous en rendre compte et nous asseoir et mieux les organiser. La série de conférences va se poursuivre tout au long de la semaine avec divers participants. Objectif, bien appréhender les contours des conflits actuels pour y apporter les réponses idoines. C'est tout ce que nous pouvons dire concernant la sécurité dans la sous-région ouest africaine. Mais restons toujours en Afrique pour signaler que les Namibiens sont appelés aux urnes aujourd'hui pour des élections générales. Ils sont près d'1,5 million d'électeurs appelés à départager par vote électronique 11 candidats à la présidentielle et 15 partis en lice pour les législatives. Face à une opposition désunie, le président sortant Age Geingob, 78 ans, et son organisation du peuple du sud-ouest africain semble assurée de rempiler pour 5 ans en dépit d'un bilan des plus contrastés. Environnement à présent, les rideaux se sont levés hier à Ouagadougou sur la première édition des aires protégées. Les organisateurs envisagent faire de cette semaine
Un espace d'échange autour des questions liées à la sauvegarde de l'environnement. Jusqu'au 1er décembre, ils vont s'atteler à trouver des solutions idoines à cette problématique. Ahmed Nanema, Bachirou Sawadogo. Les animaux crèvent, les cours s'achèvent, les plantes on le pèse, c'est le désert, la nature se meurt, c'est la vie qui s'éteint. La prestation de ce forestier vient ici rappeler l'importance de la biodiversité et de l'écosystème qu'il faut à tout prix préserver afin de sauvegarder toutes les richesses que procure l'environnement pour le bien-être de l'homme. Ainsi s'annonce la première édition de la Semaine des aires protégées sous le thème « La biodiversité, notre nourriture, notre santé », dont la cérémonie officielle d'ouverture s'est tenue cet après-midi à l'occasion des 10 ans de l'Office national des aires protégées, l'OFINA. Au Burkina Faso, les aires protégées pour nous, c'est de marquer un arrêt après 10 ans de la création de l'Office national des aires protégées, en faire l'état des lieux et voir comment relancer le processus pour mieux protéger ces ressources naturelles au profit bien sûr de nos populations. Quand on sait qu'en plus des actions anthropiques de l'homme, il y a les questions sécuritaires qui s'imposent. Pour Nestor Bassio-Bassière, ministre en charge de l'environnement, cette semaine permettra de mener des réflexions pour trouver des réponses aux questions de dégradation de la flore, mais aussi à la disparition d'espèces animales qui sont dues aussi bien au changement climatique qu'aux actions de l'homme. Aujourd'hui, on peut affirmer que nos aires protégées sont menacées, raison pour laquelle nous tenons la semaine pour voir comment relancer ensemble en impliquant l'ensemble des acteurs pour nous permettre bien sûr de protéger au mieux ces ressources naturelles. La semaine des aires protégées qui se tiendra du 25 novembre au 1er décembre a pour pays invité d'honneur la Côte d'Ivoire. Elle sera animée d'activités telles que des conférences, des distinctions honorifiques, un cross populaire et une compétition tous les soirs de 8 groupes de la troupe Les Dodos. Cette cérémonie a été également marquée par la visite des stands d'exposition des produits locaux ainsi qu'une dégustation des mets des terroirs des pays représentés que sont le Bénin, le Niger et la Côte d'Ivoire. Venons-en maintenant à cette histoire émouvante. C'est l'histoire de Nathalie Kantiono, une femme burkinabé du centre-ouest du Burkina qui était recherchée par sa famille depuis 2 ans. Eh bien, Madame Kantiono vient d'être retrouvée à Gao, au Mali. Comment s'est-elle retrouvée là-bas? Comment a-t-elle été retrouvée? Voici l'histoire de ce qui pourrait s'apparenter à un miracle avec Yeli Clarassou, Ahmed Nanema et Constantin Sieda. Okay. Tout a commencé à Réau, une localité située au centre-ouest du Burkina Faso. Un matin, elle prend son fils de 2 ans et disparaît sans rien dire à personne. On ne saurait dire pourquoi elle est partie ni comment elle s'est retrouvée à Gao, au Mali. Son état mental ne nous permet pas de le savoir. Elle, c'est Nathalie Kantiono. Après près de 2 ans d'absence, sa famille l'a enfin retrouvée. Et c'est une histoire assez particulière. Voilà qu'un de ces 4 matins, lors de leur rencontre avec la MINUSMA, droits de l'homme, si je ne me trompe pas, ils ont émis le problème et la dame a donné le nom. Il y a une collègue qui a dit « Ah, je me rappelle de ce nom, elle porte le même nom que notre général. » Donc je veux voir notre général et l'en parler viendra vous voir. Et c'est comme ça que la générale burkinabé est venue. Elle a dit effectivement nous portons le même nom. Donc quand je vais en congé, je vais aller chercher la famille. Puis elle a eu échangé même avec elle et lui a dit d'où elle vient. Donc c'est comme ça qu'une fois quand elle a pris congé, elle est venue ici, elle a pu retrouver la famille. Et quand la famille est venue sur Gao, on nous a informés. Nous les avons pris en charge en attendant enclencher le mécanisme pour pouvoir l'acheminer. Cette dame partie avec un enfant revient avec 2. Le deuxième, un bébé, est né d'un abus à Gao selon Caritas Mali. Entre-temps, elle a contracté une grossesse si on peut dire dans l'abus, si on peut le dire ainsi, qui est vraiment déplorable. Mais moi, je dis toujours, il faut beaucoup plus saluer ce service technique qui est la direction régionale de la promotion de la femme et de la famille, qui a vraiment mis tout en œuvre pour pouvoir la permettre d'accoucher dans les meilleures conditions. Ce n'était pas facile. Le cas de Nathalie Kantiono pose le problème de la prise en charge des déficients mentaux au Burkina, mais aussi du danger que ces personnes peuvent être pour leurs enfants.
Au Nigeria, un fraudeur emprisonné qui réussit à escroquer depuis sa cellule. C'est une autre histoire. C'est l'histoire de Opé Olusegun Aroke qui purge une peine de prison de 24 ans depuis 2012. Malgré sa détention dans la prison hautement sécurisée de Kirikiri, le fraudeur a réalisé un coup de maître en réussissant une énorme escroquerie en ligne portant sur une somme d'1 million de dollars. Prenez vos calculettes, cela fait bien plus de 550 millions de francs CFA. Mais comment a-t-il pu continuer son ignoble métier malgré sa situation de détenu? Une enquête préliminaire a montré qu'il avait toujours accès à Internet et à son téléphone portable. Mais ce n'est pas tout. Pour cela, il bénéficiait aussi du concours d'un réseau de complices. Il avait également été admis à l'hôpital de la police nigériane pour une curieuse maladie. Et de là, il avait pu quitter l'établissement pour séjourner dans des hôtels, rencontrer sa femme et ses enfants et assister à des activités sociales. Avec un faux nom, il a réussi à ouvrir 2 comptes bancaires, acheter une voiture de luxe et des maisons tout en étant dans la prison la plus sécurisée du pays. Le cas de Opé Olusegun Aroke est une véritable énigme qui anime les débats au Nigeria. Morale de cette histoire, comme le disait Stephen King, l'intelligence et la volonté peuvent aboutir à des grandes escroqueries. Ainsi s'achève cette édition du 12h50 de LCA. Merci de l'avoir suivi. À demain.